tous. Merci à tous de vous être déplacés. Et on sait que c'est pas le plus accessible pour venir, mais on s'est dit quand même que pour lancer cette nouvelle saison des Apéros, le cadre du lab était assez propice à faire ce retour d'expérience autour de Kubernetes. Je rappelle encore une fois que le principe des Apéros, c'est de laisser la main aux opérationnels qui réalisent les projets pour nos clients, afin de réaliser un retour d'expérience sur la base du volontariat, toujours. Donc je remercie Gérald et Thibaut de cette portée volontaire pour cette nouvelle saison de 2020. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez d'autres idées de thématiques qui vous viennent en tête. On est toujours friands des sujets sur lesquels vous intervenez. Sans plus attendre, je te laisse la main. C'est parti pour environ 1 heure. À peu près 1 heure, oui, à peu près parti. Et bonne apéros à tous. Merci. Bonsoir, merci d'être venu pour cette présentation. Donc, ce soir, on va parler de Kubernetes. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus. Il y aura donc 2 parties. La première que je vais présenter, ça va être plus une présentation, une initiation à Kubernetes, ce que ça apporte aux équipes infra, aux équipes de développement. Et ensuite, Thibaut prendra le relais pour une partie plus DevOps et intégration et déploiement continu. Et comment on intègre Kubernetes dans cette démarche. Alors, Kubernetes, je pense que si vous n'avez pas trop dormi ces dernières années, vous avez dû en entendre parler. C'est l'outil en vogue, c'est l'outil en vogue pour l'hébergement. C'est utilisé par tous les plus grands cloud providers, que ce soit Amazon, Google, OVH. Si vous avez fait partie d'Elosi et que vous êtes au centre de service, vous avez dû entendre pas mal parler ces derniers mois parce que on a quand même, ça fait quelques mois qu'on bosse dessus, qu'on déploie des applications en intégration en production. Et donc là, on va démarrer. Kubernetes est très lié à la notion de conteneur et de Docker. Donc pour comprendre Kubernetes, il faut d'abord qu'on revienne sur la notion de conteneur. J'ai arrêté l'enregistrement, c'est pour ça. Donc les conteneurs, normalement, beaucoup d'entre vous les manipulent déjà, en tout cas chez Lozi, mais on a pu se rendre compte que certaines personnes ne connaissaient pas bien comment ça marchait, ce que c'était. N'est-ce pas Jean-Guy? Il n'est pas là. C'est normal qu'il ne sache pas. Salut. Alors qu'est-ce qu'un conteneur? Un conteneur, c'est une technique de virtualisation ou d'isolation d'environnement d'exécution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme une machine virtuelle, c'est-à-dire que la finalité est à peu près la même. C'est-à-dire qu'on va découper un serveur en plusieurs petits serveurs isolés. Alors la différence avec une machine virtuelle, on va vraiment beaucoup comparer conteneur et machine virtuelle parce que vraiment la finalité est la même. Ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas la même chose. La différence avec la machine virtuelle, c'est que le cloisonnement se fait directement au niveau du système d'exploitation. On n'a pas besoin, comme dans une VM, de réinstancier, de démarrer un nouveau système d'exploitation dans un système d'exploitation. Ce qui fait que c'est beaucoup plus léger. Ce qui fait qu'on peut aussi en déployer beaucoup plus sur un serveur physique. Le conteneur ne contient donc pas l'OS, et ne contient que l'application et les bibliothèques qui sont dépendantes. Typiquement, le runtime Java, par exemple, votre application, le runtime Java. Potentiellement le Tomcat dont il a besoin pour tourner. Et donc on n'a pas besoin de remettre la couche système d'exploitation. Alors, voilà à quoi ressemble un conteneur au niveau de l'infrastructure. Donc juste operating system, là on a pris le Docker Engine, qui est quand même le système de conteneurisation le plus répandu, qui est devenu le standard. Et donc sur ce système, on a déployé plusieurs applications et chacun a ces applications ont leur bibliothèque dépendante.
l'un des gros intérêts de ce système, c'est que vous pouvez avoir des applications qui tournent avec deux applications qui tournent sur le même serveur avec des versions différentes. Par exemple, de Java, une application qui tourne avec un Java 7, avec un Java 8. Ceux qui ont dû installer des différentes versions sur des serveurs physiques ou des VM savent que ça peut être très compliqué et très, voilà. Ça peut être une grosse galère à maintenir. Et donc la comparaison avec la machine virtuelle, donc on voit que la stack technique est quand même plus petite du côté applicatif, enfin côté plus petite que côté conteneur. La partie OS indiquée étant vraiment un gros overhead, une grosse charge, une grosse pénalité par rapport au conteneur pour faire tourner l'application. Alors un peu d'histoire, parce que les conteneurs, on en parle beaucoup depuis à peu près 5-6 ans, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus vieux que ça. Les conteneurs sont apparus dès 2005, avec les premiers systèmes de conteneurisation inventés par Solaris, donc Solaris Container, avant que Oracle intervienne et foute un peu le bazar. Et du côté Linux, on avait OpenDZ. Mais réellement, l'adoption après a été facilitée grâce à une technologie qui est arrivée dans le noyau Linux qui s'appelle les C-Groups. Les C-Groups, c'est une fonctionnalité qui permet de faire de l'isolation de ressources matérielles directement au niveau du noyau. Et donc d'isoler les processus et d'attribuer à des processus une quantité de mémoire, une quantité de processeurs, etc. Puis de ces C-Groups est arrivée l'implémentation standard des conteneurs dans Linux qui est LXC, pour Linux Containers. C'est sur ce LXC que va se baser Docker, en tout cas sur cette première version. À un moment, ils vont décider de refaire leur système à eux, mais les premières versions de LXC utilisaient Linux Container en dessous. Docker utilise toujours la technologie C-Groups de Linux. Donc Docker, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de containerisation. La plateforme est composée de 3 éléments. Donc le démon Docker, c'est-à-dire le service qui va tourner sur vos serveurs. Le client, qui nous permet de dialoguer avec le démon via une API. La registrie, qui est l'endroit où vous allez pouvoir publier vos images Docker une fois qu'elles ont été construites, et publier, puis les rapatrier pour pouvoir les déployer sur vos serveurs. Docker, c'est aussi un écosystème avec notamment une registrie officielle. Ceux qui manipulent beaucoup Docker doivent passer quand même pas mal de temps dessus, à chercher les images qui sont hébergées sur updocker.com, qui sont, c'est la registrie de référence. Il y en a d'autres qui existent, comme Key.io. Et celle-là, c'est vraiment la plus grosse. Et, il y a des milliers d'images officielles et non officielles. En gros, si vous avez besoin de déployer un Postgre, un Tomcat, un Apache dans un conteneur, il faut aller voir sur cette registrie pour savoir si ça n'existe pas. Donc, généralement, les mainteneurs des produits ont créé l'image et n'ont plus que celle-là. Alors, comment marche grosso modo Docker? On a les développeurs, vous faites votre code. Le développeur ou l'opérateur va créer des Dockerfiles. Avec le Dockerfile, il va pouvoir créer une image, qu'on appelle une image Docker. Une image, c'est une espèce de template, c'est un modèle. Ce n'est pas l'image en elle-même qu'on va déployer après pour faire un conteneur. On déploie l'image, ça crée un conteneur. Alors, le conteneur est basé sur cette image. L'image, c'est toujours la même. Vous prenez, ça fait un conteneur, les conteneurs qui vont être déployés à partir de cette image seront strictement identiques. Les conteneurs sont par nature ce qu'on appelle immuables. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas dedans. Parce qu'on peut perdre des données si le conteneur est détruit ou redémarré. Et à chaque fois qu'on redémarre une image, un conteneur, à partir de l'image, on va voir strictement la même chose. Au niveau de Docker et des conteneurs Docker, je ne vais pas détailler plus que ça, parce que vous savez bien que ce qui concerne
les conteneurs Docker. Il se demandait où j'allais la placer. Donc Thibaut reviendra tout à l'heure sur sa partie, sur ce qui est sur la façon sur ce qui est Dockerfile, de comment on génère l'image. Alors les avantages des conteneurs, donc, comme c'est très léger, je dis tout à l'heure, on peut en déployer beaucoup plus sur une seule machine par rapport à des machines virtuelles. Comme c'est très léger aussi, ça démarre très rapidement. Alors très rapidement, et rapide et rapide, ça dépend ce que vous avez dedans. Si vous prend l'idée de faire du Spring, par exemple, avec Java, ça va prendre un petit moment quand même à démarrer, mais ça sera la faute de Java. Alors à ce propos, il paraît qu'on a des expérimentations sur Perplus qui permettraient de démarrer plus rapidement des JVM. Je ne suis pas un expert dessus, mais il paraît qu'il y a bientôt un APROPS. Qu'un APROPS est prévu dessus. David n'est pas au courant, c'est Bertrand qui m'a dit. Autre avantage, les déploiements sont beaucoup plus faciles, puisque on a juste à pousser l'image, en fait, on prend l'image, on pousse le conteneur, on a juste à mettre la configuration en fait. On monte la configuration dedans et voilà, vous avez le Docker, le conteneur qui va fonctionner. L'autre avantage, c'est que les déploiements sont strictement identiques où vous les déployez. Quel que soit l'environnement, quelle que soit la machine que vous allez déployer, vous allez obtenir le même résultat. Alors, je mets quand même mal dessus, on n'a pas testé la technologie Windows Container, qui est de Docker, donc peut-être que ça a agi un peu différent. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop vous en parler. Alors, Docker a quand même quelques limites. Une fois qu'on en déploie un certain nombre, on se retrouve confronté à certaines limitations, enfin certaines gênes. Je l'ai dit, un conteneur c'est léger, du coup on est amené à en déployer beaucoup. Sur les serveurs, et au moment ça commence à devenir compliqué de gérer tout ça, de gérer autant de conteneurs. Surtout si vous avez plusieurs serveurs et que vous déployez vos conteneurs sur vos différents serveurs. Parce que Docker est fondamentalement monoserveur. Il ne connaît plus lui-même. Il ne connaît pas ses semblables. Donc si vous avez beaucoup de serveurs, beaucoup de conteneurs, au bout d'un moment, pour les retrouver, où est-ce qu'ils sont, sur quelle machine ils tournent, vous avez intérêt à bien documenter avoir des bonnes docs, avoir les infos sous la main, parce que ça peut être très compliqué. Quand on veut déployer un nouveau conteneur, c'est un peu pareil, c'est où est-ce qu'il y a de la place, quels sont les serveurs qui sont disponibles, on peut déployer, voilà, il y a encore du CPU, de la mémoire, du disque de disponible. Et il est très difficile de faire ce qu'on appelle de l'autoscaling, c'est-à-dire de la montée en charge. La montée en charge sur les conteneurs, c'est quand il y a de la montée en charge, c'est-à-dire que d'un seul coup il y a des pics de charge, on voudrait que les conteneurs se dupliquent en fait. Un conteneur, il voit qu'il commence à être à genoux, le système va créer un deuxième conteneur identique et va prendre une partie de la charge. Il y a certaines possibilités avec Docker, mais sur plusieurs machines c'est compliqué. Alors qu'est-ce que Kubernetes? C'est un orchestrateur de conteneurs. Voilà, bisous. Alors c'est un outil qui a été créé par Google. C'est une réécriture d'un outil qu'eux utilisaient depuis à peu près 2005, qui s'appelle Borg. C'est un peu avec ça qu'ils ont démarré Google Maps. Google, à un moment, il s'est rendu compte que Borg était devenu un peu trop spécifique à leurs besoins, à certains besoins. Ils ont décidé de réécrire. Ça a donné Kubernetes, donc c'était réécrit en Go. Et en 2015, quand il y a eu la version 1.0, ils ont créé
la Cloud Native Computing Foundation, en partenariat avec la fondation Linux, et ils ont offert Kubernetes à cette fondation. Alors cette fondation regroupe les plus grands opérateurs de cloud. On retrouve toujours les mêmes, on retrouve Amazon, on retrouve Microsoft, on retrouve Red Hat, IBM, voilà, on retrouve des plus petits aussi. Et Kubernetes, c'est devenu le standard de l'industrie en tant qu'orchestrateur de conteneurs. Il faut voir qu'il en existe d'autres. Kubernetes, c'est vraiment celui qui a un peu écrasé tout le monde, mais il en existe d'autres d'orchestrateurs, et notamment, on peut citer quand même Docker Swarm, qui est vraiment l'implémentation des gens de Docker. Les gens de Docker ont fait un orchestrateur de conteneurs qui s'appelle Swarm, qui était à la base séparé, qui a produit séparé. Maintenant, directement dans Docker, vous pouvez passer un mode Swarm. Mais ça demande un certain nombre d'architecture derrière. C'est pas juste qu'on active le mode Swarm, mais ça marche. C'est plus compliqué que ça. Et bon, voilà, même eux qui sont à l'origine de Docker n'ont pas réussi à prendre la place. Donc c'est devenu, je disais, un standard d'industrie, et encore une fois, on retrouve toujours le même. On va retrouver Alibaba, on va retrouver Microsoft avec Azure, Kubernetes, je sais plus ce que c'est. Service. Azure Kubernetes Service. Il y a Amazon, OpenShift qui est probablement l'une des plus vieilles distributions de Kubernetes qui est basée dessus. OpenShift qui est de Red Hat, voilà. Donc un orchestrateur de conteneurs, qu'est-ce que c'est réellement? Alors c'est un système qui va gérer plusieurs démons Docker qui sont sur plusieurs serveurs. Donc ça va faire sauter une des limites de Docker Swarm. Lui, il va être capable de connaître les différents démons et connaître leur charge. Il va être responsable du coup de superviser l'état de ces serveurs et de savoir s'ils sont morts ou pas, est-ce qu'ils sont encore en vie, du coup est-ce que les conteneurs qui sont dessus, est-ce qu'ils sont en vie ou pas. Si les conteneurs sont morts, on va essayer de les redémarrer quelque part. Pas sur le même serveur, mais on va les redémarrer quelque part, tout seul. Et c'est un peu lui aussi, c'est lui qui va décider tout seul, quand vous déployez un nouveau conteneur, où est-ce qu'il va déployer. Vous n'avez pas besoin de savoir que tel conteneur est déployé sur le serveur A. Il déploie le truc et il va se débrouiller. Il va mettre là où il y a de la place et là où ça semble bien pour lui. Donc nous on aime bien, parce que ça nous simplifie quand même beaucoup la vie au niveau Ops. Donc l'architecture, on va parler rapidement de l'architecture physique de Kubernetes. Alors Kubernetes c'est une architecture en cluster. C'est-à-dire que c'est plusieurs serveurs qui vont travailler ensemble. Ces serveurs, on les appelle des nœuds. Les nœuds peuvent être aussi bien des machines physiques que des machines virtuelles, ça ne pose pas de problème. On peut faire un mix des deux. Souvent, ça sera quand même des machines virtuelles parce que c'est beaucoup plus souple à déployer. Et les nœuds sont de deux types. On a d'abord les nœuds master et les workers. On appelait aussi minions jusqu'à pas si longtemps que ça. Les nœuds master, c'est un peu les chefs de chantier, les chefs d'orchestre. C'est eux qui vont un peu gérer, tout le bazar en fait. C'est eux qui vont dire voilà, les pods, on surveille ce qu'ils font, les workers, on surveille ce qu'ils font. C'est eux qui vont dire, c'est toi, tel worker, tu prends tel pod. Alors un pod, je dis pod, non, mais un pod pour le moment, on va dire que c'est un conteneur. C'est pas tout à fait ça. Pour le moment, un pod, c'est un conteneur. Alors un master, il y en a un fondamentalement, le grand chef. Il peut y en avoir un deuxième pour assurer la résilience si le chef est malade. Et un sous-chef.
qui prend le relais. Il fait tourner plusieurs composants qui vont remplir des fonctions bien précises. Alors, ça ne va pas vous passionner forcément pour les développeurs, mais on a le contrôleur manager. Donc c'est lui qui s'occupe du contrôle d'état du cluster des différents nœuds. C'est aussi lui qui assure la résilience des pods, c'est-à-dire est-ce que si un pod est mort, c'est lui qui va faire attention, il faut qu'on redémarre quelque part. Et c'est lui qui va aussi s'assurer qu'on a le bon nombre de réplicas. Si on veut qu'il y ait deux pods identiques qui tournent, c'est lui qui va regarder s'il y a vraiment les deux, et s'il n'y en a pas deux, il va agir. On a le scheduler, donc c'est lui qui prend la décision au moment où le pod est déployé où il va être déployé réellement. Ensuite, on a l'API serveur, c'est très simple, hein, c'est ce qui nous permet de dialoguer avec le cluster et pouvoir du coup publier nos applications. Les deux derniers composants sont un peu particuliers parce que, alors, le DNS, c'est ce qu'on appelle un plugin. Alors, c'est indispensable d'avoir un service de DNS sur Kubernetes, mais c'est pas forcément QDNS. C'est celui qui est standard, mais il y en a d'autres qui utilisent Vector DNS. Voilà. Donc ce service-là est chargé de publier un service d'annuaire interne. C'est-à-dire que tous vos pods vont avoir un nom de domaine. Et du coup, pour communiquer à l'intérieur du cluster, on va utiliser ces noms de domaine. Enfin, le TCD, alors le TCD n'est pas forcément stocké sur les nœuds master. Chez nous, on a des clusters où le TCD, on a des nœuds ETCD, en fait, c'est des AVM qui font tourner le TCD. Le TCD, c'est un outil de stockage clé valeur. Et dedans, on va pouvoir stocker toute la configuration de tout ce que vous avez déployé en fait, dans le cluster. Ça sauvegarde ça peut... Alors les networkers, c'est ceux qui bossent vraiment. Alors, sur les très gros clusters, ça peut aller jusqu'à 5000 workers. Sur 5000, vous avez bien taillé vos masters avant, hein, parce que c'est quand même des très gros clusters. Ça peut marcher avec un seul networker. Et en production, c'est bien d'avoir 3 pour assurer tout ce qui est résilience. Hein. Si jamais il y a un nœud qui tombe, c'est bien que la charge soit répartie sur les autres. Ils exécutent donc les conteneurs, les pods, et ils exécutent certains composants, 2 composants précis qui sont le kubectl qui du coup publie un proxy qui permet de publier les services sur l'extérieur. On va faire certaines manies qu'on verra après, mais en gros c'est ça. Et le kubelet, c'est un élément qui surveille l'état de son nœud et renvoie les informations au master. C'est lui qui dit voilà, je vais bien, je vais pas bien, il dit surtout je suis en vie. Parce que s'il dit plus je suis en vie, les masters s'inquiètent. Enfin, là, un truc indispensable comme Docker. Docker, il y a un client, il y a un client pour Kubernetes, qui est kubectl, qui nous permet donc nous de dialoguer avec le cluster et de pouvoir faire nos déploiements. Ça permet de déployer des ressources, hein. On verra après ce que c'est. Et ces ressources peuvent être, sont généralement décrites via des fichiers YAML. On décrit ce qu'on veut faire, ce qu'on veut déployer, enfin, le contrôle de KIF, c'est voilà, on peut faire ce qu'on veut. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc en haut à gauche, on a nos opérateurs ou nos développeurs, on peut aussi faire, c'est pas très compliqué. Qui dialoguent via kubectl avec l'API et qui vont pouvoir déployer des conteneurs. Les kubelets dialoguent aussi avec l'API pour remonter les informations. Et les contrôleurs, managers et scheduler aussi discutent avec l'API. En fait, l'API, c'est l'API, donc il est fait de transférer les informations d'un service à un autre. Et nos utilisateurs, eux, quand ils vont se connecter sur des applications, ils passent par le kubectl. Vous voulez déployer une application en tant que développeur. Alors d'abord, vous n'êtes pas prêt. On se prend ça.
il y a certaines choses à connaître. Et en premier lieu, le concept de ressources. Alors les ressources sur Kubernetes, un sacré paquet, plus d'une cinquantaine. En fait j'ai mis une cinquantaine, mais j'ai vérifié sur une autre, sur celui qu'on va utiliser après, il y en a 64 différentes. Et du coup on passera pas en vue les 64, parce que j'en ai prévu 50, on va faire 50. Donc les ressources, ce sont les éléments de base, les éléments qu'on va pouvoir manipuler dans Kubernetes. Et certains de ces éléments que l'on va voir vont nous permettre de construire une application d'AppDynamo. Il y a une cinquantaine même 64 sur une autre, de ressources, alors ça peut être aller beaucoup plus, parce que maintenant, ils ont inventé le concept de Custom Resource Definition, ce qui fait que n'importe qui peut créer ses propres ressources. Elasticsearch le fait sur sa dernière version, la version 8. Ça crée des Elastic Pods, des trucs de genre, c'est pas des trucs standards, mais ça se fait de plus en plus, alors ça devient un peu compliqué. On se retrouve avec des mêmes ressources, en plus, on est déjà c'est comme ça. Alors la première chose, première ressource indispensable à connaître, c'est les pods. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était les conteneurs, alors c'est pas tout à fait ça. Un pod peut contenir un ou plusieurs conteneurs. Autant que possible, on va plutôt en faire un conteneur par pod. Mais des fois, il peut y en avoir plus. Il peut y en avoir plus pour plusieurs raisons. On peut mettre des conteneurs ensemble, ils ont besoin de partager les mêmes ressources locales. Dans un pod, les différents conteneurs auront accès, ils auront déjà la même adresse IP qu'ils vont devoir se partager, le même nom de domaine, ils auront accès aux mêmes ressources de disque, notamment si le disque utilisé c'est le disque du nœud en dessous. Il peut y avoir des conteneurs particuliers qu'on appelle des init conteneurs, qui sont des conteneurs qui permettent d'initialiser le conteneur, le vrai conteneur. C'est des cas particuliers, et on a les sidecar conteneurs aussi, qui sont des conteneurs qui apportent des nouvelles fonctionnalités au conteneur de base. Mais en général, on essaie de faire autant que possible un conteneur dans un pod, c'est bien comme une application dans un conteneur. On n'est pas affronté à un bac dans un conteneur. Donc les pods ont donc une adresse IP, et une seule, et un dot. Donc j'ai oublié de dire, quand même, les pods c'est l'unité de base que gère Kubernetes. Kubernetes ne gère pas les conteneurs en eux-mêmes. Il gère les pods. Et c'est ces pods qui vont être déployés, qui vont mourir, qui vont être supprimés et redéployés. Un pod ça meurt souvent. Il faut s'y faire. Un pod c'est foncièrement volatile, donc stocker rien dessus directement dans le pod parce que voilà, alors là, donc j'ai parlé tout à l'heure, un pod les ressources peuvent être déployées par des fichiers YAML qu'on appelle des manifestes. Donc là c'est un manifeste, voilà, on a développé une petite application sur lequel pour l'occasion qu'on appelle Scribosy. C'est 2-3 lignes de code. De la promo après. Et donc là, on va passer une petite partie démo. J'espère que ça marche. Alors, je vais essayer de me connecter à mon cluster. Déjà, on va voir ce que j'ai. Voilà, j'ai un beau petit cluster déjà. 2 masters, 3, 5, 6 workers. Il y a des gens qui posent dessus actuellement. Les meetings particulièrement, j'ai vu il y a pas longtemps. Donc on va déployer un pod. Alors normalement j'ai prévu ce qu'il faut. Non, c'est pas ça. Alors déjà on va regarder ce qui tourne en
en tant que pod sur notre cluster. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, c'est bien. C'était ce qui était attendu. Donc là, je déploie un pod de façon assez simple. Voilà, le pod il est en état, il est démarré. C'est pas du sprint, il démarre assez vite. Et on va pouvoir tester si notre application elle est vraiment en train de tourner ou pas. Alors, attends, c'est quelque chose. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle un mappage de port, parce que actuellement, notre code est démarré, mais il n'est pas publié. Donc, pour pouvoir vérifier qu'il est bien démarré et que l'application est disponible, je vais faire une manip, donc un mappage de port. Je vais mapper le port de ma machine, le port 80-82 de ma machine, sur le port 80 du pod. Ce qui veut dire qu'après, je pourrai aller sur le localhost 80-80 et j'accéderai à l'application. En gros, je suis en train de faire ça. Voilà, très belle application. Merci Alexis de nous avoir prêté. Alors pour montrer que je ne triche pas quand même, on va couper ça. Et là, si ça continue à marcher, un problème, voilà. Donc là, c'est bien, on a le pod qui est déployé. Mais actuellement, le pod il n'est pas vraiment géré par Kubernetes. Dans l'état où il est démarré tout seul comme un pauvre conteneur dans son coin et on ne sera pas capable de dupliquer, de faire du scaling, c'est-à-dire de le répliquer pour sa charge. Il n'est pas contrôlé. On ne pourra pas faire de rolling updates, tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est pas la bonne méthode. On peut déployer comme ça un pod, c'est utile dans certains cas, mais pour vraiment une application qui va tourner, c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Ah, je suis pas revenu, ok. Il faut que je revienne. Non, mais je vais sur mon écran là, donc moi ça me va, je suis. Sur Kubernetes, on a la notion de pod contrôleur, qui sont de 3 à ma connaissance, peut-être d'autres, mais à ma connaissance, il y en a 3. Peut-être déploiement, les stateful set et les daemon set. Ce qu'on va utiliser le plus fréquemment, c'est les déploiements. C'est la manière la plus simple de déployer un pod. Les déploiements vont être utilisés quand vous n'avez pas besoin de stocker des données. Quand vous concevez des fronts, une API, du web classique. Et quand c'est une application setless. Un stateful set, en revanche, c'est ce qu'on va utiliser quand on a besoin de déployer une base de données. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas réagir de la même façon, notamment sur le stockage en flux. On y reviendra tout à l'heure parce que je reparlerai du stockage. Et son nom est prévisible. Les pods générés par un déploiement vont généralement porter le nom du déploiement, avec une chaîne de caractères aléatoires. Un stateful set, lui, il porte le nom de son stateful set, mais derrière, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être, c'est très pratique, notamment dans les bases de données, les bases de données distribuées qui ont besoin de connaître leurs semblables. Sur la base de données Cockroach, par exemple, on a 3 nœuds Cockroach.
il faut qu'il sache, il faut que le nœud 1 il sache qu'il arrive à communiquer directement avec le nœud 2 et le nœud 3. Donc il y a besoin de connaître leur nom directement. Si le nom est aléatoire, configuré, c'est pas trop possible. Le daemon set, alors le daemon set est un truc qu'on n'utilisera pas souvent parce que c'est vraiment un cas particulier. Le daemon set s'assure que chaque worker a un exemplaire du pod déployé. C'est surtout utile pour des exporteurs de logs. Si vous voulez récupérer les logs du worker, on a des pods, généralement c'est déployé un peu par défaut, ça, si vous utilisez du Prometheus, etc. Vous avez sur chaque nœud, il y a un pod qui va récupérer les logs du nœud et qui va les envoyer d'un Elasticsearch ou récupérer des métriques et les envoyer d'un Prometheus, etc. Donc c'est un cas très particulier normalement sur une application web standard, on n'a pas lieu de l'utiliser. Alors un exemple de déploiement, alors, la souris est là. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure sur le pod, on avait déjà, sur le manifeste du pod, on avait déjà l'image que l'on déploie, donc l'image du conteneur que l'on déploie. Donc ça, en fait, toute cette partie-là, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait dans le pod, dans le manifeste du pod. C'est dans la catégorie template, en fait, le modèle du pod qu'on va déployer, c'est ça. Là, j'attire votre attention aussi sur cette partie-là, les labels. Alors, les labels, c'est juste des clés avec une valeur. Ça sera un peu plus important dans la suite. Alors, même chose que tout à l'heure, on va faire un déploiement. Donc déjà, je vais commencer par supprimer le pod qui tourne. Remarquez que le pod tourne actuellement, et là, il s'appelle juste website. Website au Canada. C'est plus rapide la 4G. Donc là, dans le déploiement, je l'avais mis, je n'en avais pas parlé, mais j'ai demandé ce qu'il déploie directement de réplica le code. Donc on voit que il a créé nos deux pods, avec cette fois, les pods ils sont différenciés avec une chaîne de caractères semi-aléatoire. En fait, il y a un autre composant qui est associé au déploiement qui s'appelle un réplica set. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment lui qui s'occupe, qui gère la façon dont ça va être appliqué. Alors normalement, s'il a bien fait son boulot, les pods ne sont pas sur le même worker. Autant que possible, il va s'arranger pour que les différents réplicas ne tournent pas sur le même nœud. Justement, le cas où le nœud. Donc là, je pourrais faire la même chose. Je pourrais refaire, comme tout à l'heure, un mappage de port pour pouvoir accéder à l'application, mais ça changera pas grand-chose. Donc en fait, là, la situation, on est passé de, encore une fois, je regarde le d'écran. La première situation, on n'avait qu'un seul pod. Là, je pourrais refaire un port forward comme tout à l'heure pour mapper le pod, pour mapper le. Mais je ne saurais pas, enfin, il va falloir que je définisse sur quel pod je veux précisément. Je ne pourrais pas. Voilà, il n'y aura pas la gestion de load balancing. Je dois me connecter qu'à un pod précis. Pour gérer cette gestion de répartition, cette notion de répartition de charge,
on a un autre composant qui s'appelle les services. Donc les services est en amont du pod, en amont d'un set de pod, d'un ensemble de pods, et c'est lui qui va servir de load balancer au pod. La requête, c'est lui qui va décider la requête elle va là-bas, la requête elle va là, etc. Un service possède lui aussi une adresse IP et un nom de domaine. En général, quand on va faire communiquer des bouts d'applications entre elles, un front vers une API par exemple, on va utiliser les noms de service. On ne va pas utiliser directement les pods. Le nom de domaine ne change pas. Le service, on déploie avec un nom de domaine, ce sera toujours celui-là. Mais lui, le service sera conscient des pods derrière, il va pouvoir le trouver tout seul. Comment il fait le lien avec son set de pods? Justement avec les labels qu'on a vu tout à l'heure. Dans les services, on a le concept, donc un sélecteur. Le sélecteur, on dit, ben, voilà, tu dois gérer les pods qui ont ces labels-là. Donc lui, c'est tous les pods qui tournent avec ces labels, ça comme ça. Alors même chose, on a déployé un service maintenant. Un service, bon, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à démarrer, donc ça va très vite. Alors, comme tout à l'heure, je peux faire cette fois directement sur le service. Voilà, et cette fois, je passe par le service, donc le service s'occupe tout seul de gérer sur quel pod je suis. Si je pète un début de pod, le service va continuer. D'ailleurs, je vous avais dit un truc que je ne vous ai pas montré sur le... que je ne vous ai pas montré avec le déploiement. On va supprimer ce pod-là. Et on en a toujours deux. Mais ils n'ont pas tout à fait le même nom. Kubernetes a vu qu'on avait un pod qui était supprimé. Lui, il est censé en avoir deux. Il leur démarre. Le déploiement, c'est ça. Tout à l'heure, quand j'ai déployé le pod seul, quand j'ai supprimé, il était supprimé. Là, c'est pas le même pod qui est démarré, c'est vraiment un nouveau pod qui a été créé à la place. Donc, encore une fois, si jamais il y a à l'intérieur, vous avez écrit des choses, stocké des fichiers, c'est clair. Ça ne pourra pas être récupéré. Alors, cette fois, je vais penser à revenir sur mes fenêtres. Je suis parti très loin. Donc on est passé de la situation à gauche, on avait juste un déploiement, on devait aller spécifiquement sur un pod, un service, où c'est lui qui s'occupe de gérer sur quel pod les requêtes sont distribuées. Donc c'est bien, mais une fois qu'on est là, on a du load balancing, mais on n'a toujours pas notre service est toujours interne à Kubernetes. Il n'est pas appuyé sur l'extérieur. On peut utiliser le port forward, mais on peut avouer que c'est pas très pratique en production. Pour ça,
pour pouvoir publier l'application sur l'extérieur, on a plusieurs méthodes différentes. La première concerne directement les services. C'est que les services ont plusieurs types différents. Par défaut, il est de type cluster IP, c'est-à-dire qu'il assigne une adresse IP et un nom de domaine dans le cluster, mais uniquement en interne. Du coup, c'est ce qu'on a là, c'est accessible qu'en interne. Pour publier vers l'extérieur, il existe deux autres types de services. Le premier, c'est le mode port, qui a une certaine utilité, mais c'est pas tout pratique. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il affecte sur chacun des nœuds workers, il dédie un port pour cette application. Si vous allez sur ce port, vous allez sur l'application. Et ce port est bloqué sur tous les workers, même là où l'application ne tourne pas. Si vous n'avez pas de port qui concerne cette appli, ben c'est pas grave. Le port est quand même réservé pour cette appli. Donc ça a certaines utilités, notamment si vous voulez connecter un load balancer en amont. Mais en général, c'est pas le plus pratique. L'autre type de service, c'est justement le service load balancer. Alors load balancer, c'est un peu particulier parce que de base, un load balancer, un service load balancer, vous ne pouvez l'utiliser que si vous êtes chez un cloud provider. Vous pouvez l'utiliser chez Amazon, c'est Google, Alibaba, etc. Pourquoi? Parce que Kubernetes, foncièrement, une ressource load balancer, lui, il ne connaît pas. Ça n'existe pas chez nous. Les load balancers, ce sont des éléments qui sont ajoutés par les cloud providers, des éléments extérieurs, qui vont être capables de discuter avec Kubernetes. Parce que comme la plupart d'entre eux participent au développement de Kubernetes, ils ont mis leur brique technologique dans Kubernetes, et donc Kubernetes a des éléments capables de discuter avec leur load balancer. Donc quand le service de type load balancer est déployé, Kubernetes discute avec le load balancer. Et le load balancer lui attribue une adresse IP de son pool. Le load balancer a un pool d'adresse IP, il lui attribue une adresse IP pour ce service. Sur des clusters on-premise, on n'a pas ces load balancers. Alors il y a quand même Google qui a inventé une petite technologie qui s'appelle MetalDB qu'on peut installer sur des clusters et qui permet de simuler un load balancer. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, on a un MetalDB qui est installé et du coup on lui attribue une plage d'adresse IP et quand il y a un service load balancer qui arrive, il le voit et il lui attribue la première IP qui est disponible pour ce service. Donc là, je vais changer le type de service. Alors, normalement, si tout se passe bien. C'est la 4G qui remarque, c'est pas le poster. Voilà, je fais un peu de temps. Donc là, on peut voir que maintenant, mon service website, il a une adresse IP externe. Externe au cluster, c'est pas une adresse IP publique. Elle est une adresse IP du pool que je vais donner. Donc maintenant, on va pouvoir se connecter via l'adresse IP. Toujours pareil. Donc, évolution, maintenant, notre application est déployée sur l'extérieur. Alors, ça, c'est bien, mais ça a aussi ses limites. Surtout si vous êtes sur si vous avez besoin d'adresses IP publiques. Les adresses IP publiques, ça se fait quand même de plus en plus rare. Donc, avoir chaque service
chaque service ayant son adresse IP publique, son adresse IP dédiée, ça peut poser problème. Donc il y a un autre moyen de publier sur l'extérieur, c'est en utilisant ce qu'on appelle un ingress. Donc voilà, on était arrivé. Donc on était obligé de faire un port forward avant, maintenant on peut accéder via un DNIP. Donc les ingress, c'est un autre type de ressource qui est beaucoup utilisé, puisque finalement c'est la même chose que les reverse proxy. C'est-à-dire que ça marche de la même façon qu'un Apache, qu'un Nginx, etc. D'ailleurs, en dessous, en fait, un ingress, c'est un reverse proxy. C'est un reverse proxy qui a été modifié pour pouvoir tuner donc Kubernetes. Donc les reverse proxy, les ingress que vous allez, les ingress opérateurs, vraiment c'est un ingress opérateur en dessous. L'ingress c'est juste le bout de code YAML qu'on va donner. Un ingress controller, un ingress opérateur, pardon. L'ingress controller, ce sera vraiment, c'est vraiment les produits que vous connaissez, parce qu'on trouve celui qui est standard de Kubernetes, qui est maintenu par l'équipe de Kubernetes, c'est Nginx. On en trouve beaucoup d'autres, parce que la plupart ont porté leur reverse proxy sur Kubernetes. À ma connaissance, je ne sais pas si Apache a été porté, parce que je le trouve. Finalement, j'ai jamais vu dans les documentations dire ouais, j'utilise Apache sur Kubernetes. J'ai jamais vu ça. On trouve généralement Nginx, parce que c'est celui qui est standard. À chaque proxy il existe aussi. Nous, on utilise Trafic, je pense qu'il est assez simple à mettre en œuvre, mais il y en a d'autres et des consuls. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, voilà un manifeste pour un ingress, à quoi ça ressemble. Je sais pas si on peut faire encore. Alors, là, on peut voir quand on l'aura déployé, si on attaque, on arrive sur le serveur avec ce nom-là. Comme pour un reverse proxy traditionnel, il va nous rediriger vers le website. Si jamais les développeurs ont l'idée à un moment de créer une API, on pourra éventuellement la publier sous le même nom dans slash API. On peut créer d'autres noms d'autres. On va créer un autre hot API-APRops, etc. Et tout ça sera publié sur la même adresse IP. Alors là, pareil, alors un ingress controller, nous on a déjà installé dessus. Voilà, donc là, je ne passe plus par l'adresse IP, je pourrais rechanger le type de service et remettre en cluster IP, je ne passe pas par l'adresse IP qui a été publiée par le service. Je passe par l'adresse IP de l'ingress opérateur. L'ingress opérateur, lui, il est publié en tant que load balancer, en tant que service load balancer. C'est son rôle. Mais on réduit le nombre d'adresses IP utilisées en mutualisant, comme pour un reverse proxy classique. Quand vous avez dans votre entreprise plusieurs sites internet, en général, c'est la même adresse IP à l'externe. C'est juste votre reverse proxy, votre Apache, votre Nginx, etc., qui se charge en fonction de l'URL qui est donné, de rediriger vers le bon serveur derrière la même application. Là, c'est la même chose. Donc voilà, on est passé. Je suis toujours pas sur la bonne fenêtre. Donc on est passé du cas à gauche l'adresse IP, publié à on utilise un trafic, donc on utilise APRops et Lazy.lan, donc on aurait pu aussi faire un API APRops et Lazy.lan pour diriger vers le service API. Le service API que je n'ai pas. Enfin, moi je ne l'ai pas. Thibaut me rappelle, je crois.
Alors, c'est bien, j'ai dit on a un trafic. Mais les pods de trafic, ils sont où? Parce que quand j'ai fait un getPod quand je fais un getPod, mon trafic il est où? Parce que mes pods website, c'est pas le trafic, c'est pas mon univers proxy. Alors, ils sont là, ils existent, hein, mais pour l'instant, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que je suis cantonné dans ce qu'on appelle un namespace. Comme je n'ai rien précisé lors des développements, des déploiements, je suis dans le namespace par défaut. Un namespace qui s'appelle défaut, si vous ne précisez pas, ça fait quoi là? Mais en vrai, sur mon cluster, il y a déjà tout ça qui tourne. C'est pas mal, hein? Le trafic, il est là. Alors, il y a d'autres trucs, hein, il y a d'autres, donc ce que j'ai déployé, moi, c'est là. J'ai rien précisé. On a un GitLab. Ça servira peut-être un mot. Hein. Ah, puis on a du Security, tiens aussi. C'est bizarre. Ça servira peut-être un mot. Alors pourquoi je ne les voyais pas? Donc je suis dans un namespace. Qu'est-ce qu'un namespace? Un namespace, c'est un espace de cloisonnement au sein de Kubernetes. Ça nous permet de séparer différents projets ou séparer différents clients. Parce que les éléments qui sont dans un namespace par défaut ne peuvent pas communiquer avec les éléments d'un autre namespace, les services. Voilà. Un service dans le namespace défaut, il ne peut pas discuter avec le service dans le namespace security, par exemple. Pareil pour les pods. Je dis bien par défaut parce qu'il y a un système de gestion de permission dans Kubernetes qui permet de donner les droits à certains services de passer outre cette limitation. Le système de permission permet aussi de donner accès à des utilisateurs qu'à un namespace précis. Alexis il vous dira qu'il a accès à certains trucs sur le cluster, Nicolas aussi, et il ne voit pas le reste. Un namespace apporte un suffixe DNS au nom des services et au nom des pods. C'est-à-dire que moi, mes pods, mon service qui s'appelle website, il s'appelle website tant que je suis dans le namespace défaut. Si je viens d'un autre namespace, il faut que je mette website.défaut. Sinon, l'autre service il va chercher website dans son namespace et il ne va pas sortir son namespace. Encore une fois, à condition qu'il ait le droit d'aller voir ce qui se passe en défaut. Alors, là, on va arriver sur une des forces de Kubernetes, une des qualités qui font son intérêt, c'est l'autoscaling horizontal. L'autoscaling, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la capacité à pouvoir, tout seul, décider qu'il a besoin de dupliquer un pod parce qu'il y a une montée en charge et qu'il a besoin de plus de puissance pour pouvoir répondre au moment. Donc l'autoscaling est assuré par une ressource qui s'appelle Horizontal Pod Autoscaling. On dira HPA pour la suite. Hein. Et les HPA sont appliqués sur un déploiement ou un stateful set. En général, plutôt un déploiement, parce que sur un stateful set, si c'est une base de données, si c'est de l'Elasticsearch, voilà, vous avez intérêt à bien réfléchir avant, parce que des bases de données qui commencent à scaler toutes seules et qui fait des transferts de données de base de plusieurs gigas, ça peut vite faire mal. HPA sur stateful set, réfléchissez. Donc le HPA, ce qu'il fait, c'est qu'il duplique un pod en fonction de règles qu'on va lui donner. Alors là, j'ai un exemple comme d'habitude, qui n'est pas tout à fait l'exemple que je vais utiliser d'ailleurs. Je ne vais pas modifier. Donc là, on lui donne, encore une fois, je ne suis pas sur les bases de données. Donc là, on lui donne le nombre de réplicables minimum qu'on veut et le nombre de réplicables maximum. Donc celui que je vais déployer, en fait, ça sera un minimum 2 et max 4. Donc on l'applique au déploiement website. Hein. Et on donne les ressources qu'on veut qu'il surveille pour l'aider à prendre sa décision.
Donc là, on veut qu'il crée un nouveau pod si, sur la moyenne de tous les pods, le CPU utilisé est de 50% au minimum. Et si la mémoire utilisée en moyenne est de 85% au minimum. On peut créer, alors là j'utilise une version, c'est une version bêta, je ne suis toujours pas sur la même fenêtre, c'est taille de tout l'écran. J'utilise une version bêta. Il y a beaucoup de choses qui sont en version bêta dans Kubernetes. Tout le monde les utilise. La version 1 nous permet de faire de l'autoscaling que sur du CPU. La version 2 permet beaucoup plus de choses. On peut notamment récupérer les métriques d'un trafic, par exemple, d'un Nginx, et dire qu'on scale à partir d'un certain nombre de requêtes par seconde. Je ne vais pas tester, mais j'ai vu des bugs. Alors pour que ça fonctionne, il y a d'autres choses à faire. Il faut déployer sur votre cluster ce qu'on appelle un metric server, qui va être chargé de récupérer toutes les métriques. Toutes les métriques. Et de publier l'API, c'est le metrics.kvitesse.io qui donc, permet au HPA, le HPA va l'interroger pour savoir comment se comportent les nœuds, les pods, à quel niveau ils sont, etc. C'est une metric server pour ça. Le metric server, c'est une brique qui est développée par Kubernetes directement, mais elle n'est pas forcément installée sur le cluster par défaut. Et enfin, il y a une chose importante à faire, c'est qu'il faut, sur votre set ou sur votre déploiement, il faut définir les resource requests. Les resource requests, c'est, on dit, le pod qui sera déployé, par défaut, il réclame autant de CPU, il réclame autant de mémoire. C'est ce que le cluster lui doit. Si ces requests ne sont pas définis, le HPA ne peut pas savoir à combien de pourcentage vous êtes on ne sait rien. Parce qu'en fait, la limite, on ne sait pas ce qu'il y a là. Si on ne donne rien, par défaut, on considère que c'est 0, et 0, on ne va pas chercher à scaler à chaque fois que c'est au-dessus de 0, ça va être compliqué. Quelque chose qui n'est pas indispensable pour l'autoscaling, mais qui vient de faire, qui a un autre type de ressources, c'est les ressources limites. Ça fonctionne, décidément. Ça fonctionne de la même façon que la request, parce que c'est marqué limite, et les limites, ça donne vraiment la limite maximale qu'un pod peut utiliser. Là, sur l'exemple donné, en CPU, je dis il réclame 5 millièmes d'un CPU. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en utiliser 10. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas utiliser un CPU complet. C'est juste que c'est ce qu'il réclame. Et s'il passe au-dessus, il est en surcharge. Si je les limite 5, le pod n'ira pas au-dessus de 5. Il n'aura pas le droit de le faire. Alors, on va essayer de déployer. Je déploie. Donc là, pour l'instant, il ne sait pas trop. Pour l'instant, il ne sait pas. Il faut que j'aille modifier mon déploiement. Ça, je voyais contre ce que moi je déploie, est-ce que lui il comprend derrière, il y a quand même un
rajoute quand même un sacré paquet de trucs. Ressources, moi j'en ai pas parlé, j'en ai rien dit, il m'a mis quand même quelque chose, il m'a mis tout un tas de choses, de ce que du learning, etc. C'est des paramètres qui rajoutent par défaut. Donc là, j'ai changé la configuration de mon déploiement. Donc automatiquement, il devrait appliquer ça à mes pods. Alors pour ça, je ne suis pas sûr qu'il redémarre. C'est toujours le même. Donc là, il va falloir un petit moment pour qu'ils se rendent compte que le metric serveur, par défaut, il fait un polling tous les 60 secondes. Normalement, je l'ai descendu à 15 secondes. Donc au bout d'un moment, il devrait récupérer les infos. Voilà, déjà on voit qu'il a récupéré les infos de la mémoire, il n'a pas encore récupéré les infos de ses pods. Pour que ce soit un peu plus parlant, en attendant qu'il récupère ses infos, on va aller faire un tour sur l'interface. C'est le dashboard Kubernetes qui permet de voir nos ressources, nos pods. Donc là, je suis dans ces menus par défaut, comme toujours, et on a nos pods. Donc là, il a récupéré les infos. Mon CPU, normalement, il ne bouge pas trop, c'est normal qu'il soit à 0. On va essayer de le chahuter un peu. Donc là, je vais bombarder de requêtes simples. Requête simple, c'est juste interrobe COD quand même. On peut aller vérifier que les requêtes arrivent bien sur les pods. Voilà, donc là on voit qu'il est en train de se prendre des requêtes. Alors déjà là, ça a un peu monté. On est passé à 40%. On va attendre un petit peu, normalement il devrait réussir à démarrer des... Voilà, il arrive à 50. Donc là il va commencer à... Il devrait commencer à s'exciter. Effet démo, ça marchait tout à l'heure. Je sais pas si c'est débordé. Ouais, il est passé à 60. Donc là, on voit qu'il y a un pod qui est en train de démarrer. En plus, normalement, il devrait continuer à monter pour atteindre 4 pods. Ça peut prendre un certain temps, on ne va pas aller jusque-là. Donc tout ça, il a démarré, il a vu qu'on avait passé un seuil, et il a démarré un troisième pod pour gérer la charge. On voit qu'ici, il est passé à 3. Donc l'autoscaling, une fois que c'est bien configuré, c'est assez simple. Là j'ai arrêté les requêtes. Pour redescendre, il va mettre plus de temps que pour monter. Pour monter, il réagit assez vite. Pour descendre, il va attendre un peu parce que s'il passe son temps à faire je rajoute un pod, j'en détruis, je rajoute un pod, j'en détruis, ça peut pénaliser l'application et ça peut pénaliser le cluster. Donc, avant de détruire un pod, il va s'assurer, il va prendre un certain temps pour voir que vraiment la charge a baissé, et après il va le retirer. Donc voilà la situation dans laquelle on est arrivé. On passe par notre trafic toujours, on a toujours
notre service, et la charge a fait qu'on a démarré avec des nouveaux pods, et automatiquement le service il est conscient que c'est pour lui. Il sait qu'ils sont là, et il les prend en compte, il va commencer à diriger la charge de l'autre côté. Alors il y a, je n'ai pas mis dans les slides, mais il y a certaines choses, notamment on va revenir à notre histoire de Spring et de Java. Il y a un concept dans les déploiements, etc., qui est le readiness. Le readiness, c'est une petite requête interne que fait le pod pour savoir s'il est réellement démarré ou pas. Parce que par défaut, un Kubernetes, le pod qui démarre, bah, voilà, il démarrait, pour lui, il va commencer à envoyer des requêtes. Mais peut-être que derrière, votre appli, elle, c'est Java, hein, donc voilà, le Java, il met 1 minute à démarrer. Donc pendant 1 minute, il va lui envoyer des requêtes, et en fait, le pod, il n'est pas prêt, donc il va répondre en erreur 500. Donc il y a un concept de readiness, c'est un paramètre à régler où on fait tester une page, et à partir du moment où il a un code 200, il va dire c'est bon, là je peux y aller, et il va le considérer comme prêt. Sinon il va le considérer comme en cours de démarrage. J'étais bien, c'était sur mon truc. Alors, ça va être la dernière ressource sur laquelle je vais parler, parce que le stockage c'est quand même quelque chose d'assez pas toujours simple à gérer. Et c'est assez particulier de le gérer sur Kubernetes. Donc, un pod et un conteneur, même dans Docker, c'est essentiellement volatile et on ne doit rien stocker dedans. Si vous stockez, si vous voyez qu'un pod peut être détruit sur Kubernetes, ça peut être détruit à démarrer ailleurs. Pour bonne raison. Une pod, ça passe son temps à mourir. Hein. Enfin, pas trop, mais ça meurt quand même souvent. Et si vous avez des données stockées à l'intérieur, ça ne sera pas récupéré de l'autre côté. Donc Kubernetes donne deux mécaniques pour le stockage pour pallier à ce problème, qui sont ces deux ressources qui sont les persistants de volume et les persistants de volume claim. Un persistant de volume, comme son nom l'indique, c'est un volume qui va survivre au redémarrage d'un pod. Le persistant de volume claim, c'est un mécanisme qui permet de provisionner automatiquement un persistant de volume. Le persistant de volume, il peut être créé de façon statique. Typiquement du NFS, on veut tous les pods pointent vers un même NFS pour récupérer les mêmes informations pour lire dans les mêmes fichiers. Puis ça va être du statique. Mais si un pod doit voir son propre stockage à lui, on va généralement utiliser le dynamique, c'est-à-dire un pod démarre et crée son stockage à lui, qui ne sera pas partagé, et il va écrire dedans. Le persistant de volume, il va se comporter de façon différente si on a utilisé un déploiement, un stateful set. Dans un déploiement, le persistant de volume il va survivre au redémarrage d'un pod. Mais pas si le pod est détruit. Si le pod est détruit, le persistant de volume créé en mode dynamique, il va être détruit aussi. Un stateful set, d'où l'intérêt pour la base de données, c'est que le volume survit même si le code est détruit. En plus, en général, les noms de volume sont basés sur les noms des pods. Alors un pod géré par un déploiement en Gardena, c'est pas le même nom, donc le nom de volume c'est pas bon. Un stateful set, vous supprimez un pod, vous le recréez plus tard et pour que le nom 0, il va récupérer son volume. Donc très très important sur utiliser un stateful set pour les bases de données. Et donc comme je disais, si vous faites du scaling avec un stateful set, il faut que le nouveau volume créé par le pod soit rempli par les données. Donc ça peut très vite changer votre réseau, si c'est pas bien étudié avant. Les persistants de volume sur Kubernetes, on peut utiliser il y a beaucoup de backends qui sont supportés, du FedRAMP, du SCSI, du NFS, du SAF, du PostgreSQL, etc. Des VCR volume, il y en a beaucoup d'autres qui sont supportés. Enfin, donc j'ai mis il y a beaucoup de ressources sur Kubernetes, d'autres ressources qui sont importantes comme les config maps et les secrets qui vous permettent de monter des fichiers de config dans le pod. Pour rappel, un pod et un conteneur
Une image de conteneur, ça ne tient pas de configuration, une image, ça doit être neutre, ça doit être agnostique de l'environnement sur lequel vous le déployez. C'est quand vous démarrez votre pod, votre conteneur, que vous donnez la config. Alors la question de stockage qu'on a vu sur PNAT, c'est un peu particulier, donc il faut pouvoir provisionner d'une autre façon, donc les config maps et les secrets sont là pour ça. Ce config map permet de monter, c'est pareil, c'est encore un fichier YAML dans lequel on va donner le contenu du fichier de configuration. Il va le monter dans le pod pour être pris en compte dans l'application. Les secrets, c'est un peu pareil, c'est plutôt utilisé pour des mots de passe, des certificats, même si on peut stocker la configuration dedans aussi. La différence, c'est que c'est encodé en base 64 que le config map, ça l'est pas. Enfin, il y a d'autres moyens de démarrer des pods avec des jobs et des cron jobs. Donc les jobs, c'est des tâches qu'on veut exécuter une fois, on démarre juste un pod, le pod va faire sa tâche, il va mourir, puis c'est tout. Et les cron jobs va démarrer des jobs forcément. Les cron jobs, c'est comme des cron jobs, des tâches cron sur Linux, c'est des tâches planifiées. Donc si vous avez besoin de créer des tâches de sauvegarde de base de données, c'est ce qu'on va utiliser. Ouais, j'en finis pour les ressources, c'est déjà pas mal. Hein. Ça va, vous survivez? Alors, pour terminer, et si j'ai pas de cluster, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a quelques solutions. La première qui est ma préférée et la plus simple, si vous êtes chez Lozi, notamment sur le centre de service, voilà. On accepte quelques-uns, on peut s'arranger. Ensuite, si vous avez de l'argent, je peux toujours créer des clusters chez des cloud providers. On va voir récurrent, il connaît un peu. Enfin, vous avez la possibilité d'utiliser des outils sur vos postes personnels, comme Microkate ou Minikube. Alors, ce sont deux outils. Microkate, c'est un package, ça marche que sur Linux, c'est un package Snap qui va démarrer dans des conteneurs les différents composants d'un cluster Kubernetes et il va simuler un cluster. Donc on pourra utiliser après kube-control et déployer vos applications, etc. comme si c'était un vrai cluster. Minikube, il marche d'une façon différente, par contre il fonctionne à la fois sur Linux et sur Windows, peut-être sur Mac mais je ne suis pas sûr. Minikube, quand je l'ai installé sur cette machine, c'est pareil, c'est un package installé sur Linux, c'est un package RPM ou un Debian, un dev installé. Ensuite, vous faites Minikube Start, ça démarre. En fait, derrière, il crée une VM VirtualBox ou KVM, et il va installer dedans tous les composants d'un cluster Kubernetes. Cette VM sera à la fois master et worker. Mais ça marche pour tester les déploiements et tester les applications. Bon, si vous avez des questions sur ce truc-là, on peut en voir plus tard. Et en ce qui me concerne, moi j'ai terminé.